Et il y a beaucoup d'argent à gagner si on sait optimiser les surfaces en interaction avec l'environnement extérieur. Je vous ai parlé tout petit peu d'imperméabilisation, mais il y a d'autres applications, tout ce qui est liaison, biologie, prothèses, etc. Donc, la science des surfaces, c'est une section de la science des matériaux consacrée de phénomènes physiques et chimiques qui se produisent à l'interface entre deux phases. Alors, ça paraît compliqué, mais des phases, ça veut dire pour la phase liquide et la phase solide. Une goutte d'eau qui repose sur la feuille de lotus liquide en contact avec la feuille de lotus, mais elle est aussi en contact avec de l'air. Il y a deuxième phase, parce que vous avez la phase liquide, solide et gazeuse. Donc ces phénomènes des interfaces, ce sont des phénomènes qui, pour ceux qui les étudient et qui trouvent des solutions, sont extrêmement intéressants. Et les atomes frontaliers, c'est une image, et créent une tension de surface qui minimise l'enveloppe, par exemple, de la goutte sphérique. Et vous voyez ici les photos de gouttes que certains d'ici reconnaissent bien. Je ne donne pas de nom. Très belle photo. Alors, puisqu'on va parler tout à l'heure des ondes, de réflexion, deux mots sur les ondes et les vagues. Mon explication ne va pas être vague, hein. Rassurez-vous. Hein. Qu'une onde transporte de l'énergie sans transporter des matières. C'est pourquoi je vous ai choisi une toute petite image, que si une vague passe, le bateau il va soulever, la matière, c'est ça ce qu'on appelle l'onde, le bateau va se reposer par la suite et il n'y a pas eu de déplacement, il n'y a pas eu de transport des matières. Donc c'est une onde qui transporte de l'énergie. C'est ce qui fait que quand il y a un tsunami, les bateaux qui sont loin de la côte ne sentent rien. Voilà. Et là, on arrive à une photo que certains reconnaissent bien dans cette salle aussi, qui montre tout simplement les interférences. Quand vous balancez une pierre dans un lac, une flaque d'eau, vous voyez les vagues qui se forment, n'est-ce pas? Et si les deux vagues, si vous jetez des pierres, les vagues vont s'interférer, c'est ce qu'on appelle l'interférence. Le phénomène de l'interférence, ça a été découvert bien avant Fourier, bien avant Laplace, donc, et c'est utilisé partout parce que nous avons des interférences partout. Ici, ce sont des interférences de l'eau, donc interaction de deux vagues, des ondes. Ces phénomènes apparaissent en optique avec les ondes lumineuses, également en électromagnétique, ça vous entendez tous, même maintenant, là, les ondes électromagnétiques. Quelqu'un n'a pas de branche dans le téléphone. Mais il y a également des ondes sonores et mécaniques, et la vague sur l'eau, c'est une onde mécanique. Je vais vous montrer des choses, mais pour voir les vagues ou autre chose, il faut parler 2 minutes de la réflexion. Donc lorsque la lumière passe d'un milieu dans un autre, elle change de direction. On dit que la lumière se réfracte. Ça veut dire que l'eau, ou l'onde électromagnétique, parce que la lumière c'est l'onde électromagnétique, elle pénètre dioptre sur la frontière entre des milieux, en l'occurrence des phases, parce qu'il y a phase air et la phase liquide, voilà. Donc pénètre, il rentre dans l'eau, et puis il y a un angle où l'eau pénètre, l'onde pénètre, et puis une partie réfléchit, et puis il y a la réflexion totale, qui est dans l'eau, que vous voyez très bien sur une photo prise par quelqu'un qui est également dans cette salle-là. Mais les personnes qui observent la réflexion dans la flaque d'eau, c'est quand même connu depuis des millénaires. C'est ce qu'on appelle le miroir de l'eau, et qui est plus parfait quand il est loin de l'observateur. Et donc là, il n'y a pratiquement pas de réflexion, ici il y a juste mon nom, et par contre au loin, là, il y a ah oui, donc vous voyez qui a pris la photo. Voilà. Il s'est trahi. Merci beaucoup. Donc je vais enchaîner sur les enseignements qu'on peut tirer de toutes ces lois physiques qui nous ont été rapidement mais précisément décrites. Et en fait, ce que l'on réalise, c'est que la perception de ces lois vues en surface, elles ont une permanence, c'est-à-dire que peut aller d'un endroit à un autre, une saison à une autre, on va retrouver un peu les mêmes phénomènes, à condition bien sûr d'y prêter attention. Et cette permanence, on se dit que non seulement nous on les a vus, mais que nos ancêtres les ont vus, et les ancêtres de nos ancêtres, et on ne sait pas où on s'arrête. Et
là où ça devient troublant, c'est quand on voit apparaître des formes, et que ces formes, on les voit apparaître dans d'autres domaines, dans l'architecture, dans le dessin, dans la symbolique. Et là, ça va être l'objet de notre voyage aux sources. Et le voyage aux sources, on va commencer par parler de ces formes simples, parce que pour l'instant, on a vu un peu d'eau, on l'a décrite, mais on n'a pas vu beaucoup. Donc là, en fait, je vous ai mis 3 photos d'eau relativement simples, dans lesquelles on voit apparaître des formes. En haut à droite, on voit effectivement des carrés, des yeux et des ronds. Vous allez me dire, vous ne voyez pas ça tous les jours dans l'eau. Oui, ça c'est dans un endroit précis du Bois de Serre, entre le 4 et le 14 avril, tous les ans. Voilà. Donc c'est comme ça. Mais l'eau, sans aucun artifice extérieur, va fabriquer ces formes-là. C'est-à-dire ce sont des formes de déformation de la surface qui va moduler le reflet d'un arbre. Hein, j'ai pas de gadget autour de moi, c'est un arbre qui se reflète et qui va donner ça. Deuxième forme intéressante, c'est effectivement ces espèces de spirales avec 2 points. Alors ça rappelle beaucoup de choses, les yin, les yang, les choses comme ça, donc qui sont utilisés dans d'autres cultures. Et ce que je dis simplement, c'est que ces formes élémentaires sont des mots, qu'elles ont de la symétrie, qu'elles ont une espèce de perfection du cercle. Quand on jette un caillou dans l'eau, on fait des cercles parfaits. Hein, vous savez, c'est difficile de faire un cercle à main levée. Une goutte d'eau, chaque fois qu'il pleut, on en fait des milliards, comme ça. Et il y a effectivement cette répétition de la syntaxe. Nos ancêtres d'ancêtres, ils ont vu les gouttes d'eau avant nous. Et ils ont vu les ronds dans l'eau. Donc ils n'ont pas eu besoin d'avoir un compas pour savoir ce que c'était qu'un rond parfait. Et alors, quand on se met à réfléchir, on dit, mais c'est très bien tout ça, mais quelles sont les lois physiques qui sont à l'œuvre dans chaque cas? Alors, c'est une occupation intéressante parce qu'on s'aperçoit quand on regarde dans le détail que même un impact de gouttes d'eau de pluie fait appel à des lois physiques qui ne sont pas si simples que ça. Voilà, donc c'est un peu la réflexion qu'on a. Et on a à la fois des choses qui concernent la matière, qui concernent la mécanique des fluides et qui concernent l'optique. Voilà, donc ça a été le résumé qui a été fait par Thomas tout à fait. Et alors, le deuxième volet, c'est quand on parle de symbolique. Symbolique, ça marche avec les hommes. On ne sait pas quelle est la symbolique d'un zèbre. Hein, il a peut-être, lui, une vision des codes barres très particulière. Hein, quand il va au supermarché, je ne sais pas ce qu'il voit. Mais effectivement, lui, il est habitué à voir des rayures partout. Nous, on n'est pas complètement comme ça. Donc, chaque être vivant a probablement une symbolique. Nous, on connaît la nôtre, les autres, on ne sait pas les changer. Par contre, qu'est-ce que c'est que la symbolique? C'est une image mentale. C'est-à-dire qu'à force d'emmagasiner toutes ces formes simples, de savoir qu'elles apparaissent dans des conditions relativement répétitives, eh bien c'est devenu pour nous un espèce de vocabulaire et on y a attaché des choses. C'est pas pour rien qu'autrefois, on disait que la Terre était au centre du monde et qu'autour, il y avait les sphères. Hein, il y avait les grands cercles, les grands cercles. Pourquoi? Parce que la sphère, c'était la perfection. Et dès qu'on allait vers l'au-delà, il fallait que ce soit rond. Alors, on ne faisait pas des trucs carrés et biscornus. Voilà. Donc, c'était les formes simples. Alors, dans l'image brute, il y a une image que j'aime beaucoup, m'a été donnée par un anthropologue qui me disait, mais tu te souviens, ton arrière-arrière-arrière-grand-père, quand il est descendu de l'arbre, il est allé boire dans la mare, puis il a vu son visage. Il ne l'a pas vraiment reconnu, puis il y a quand même sa femme qui lui a dit « mais si, c'est toi ». Et puis il a mis le doigt dedans, et puis l'image s'est brisée. C'était le début de l'art. Parce qu'au bout de 2 minutes, hein, voire moins, l'image s'est refaite. Puis il a recommencé, ça l'amusait. Puis il a fait ça avec sa femme, qui a beaucoup moins ri. Voilà. Mais ça a été, ce mécanisme-là, dit sous forme de plaisanterie, est un des plus vieux mécanismes qui existent. Tous les animaux ont bu dans une mare. Nous aussi. Et on continue à le faire quand on est en montagne. Donc, il y a toute cette chose-là qui fait que quand on voit quelque part une forme dans laquelle il y a 2 yeux, vaguement un nez, vaguement une bouche, on dit « tiens, c'est un visage ». Ben oui, ça fait des millions d'années qu'on voit des visages partout. Voilà. Donc ça, c'est tout ce phénomène, effectivement, de l'abstraction. Ensuite, quand il y a des choses qu'on ne connaît pas, ben c'est quand même drôlement commode d'avoir des choses pour se raccrocher. « Ah, d'un seul coup, j'ai vu une comète, ça va m'annoncer une bonne nouvelle. » Oui, ben ça, c'est toute la symbolique et l'interprétation. Donc face à l'inconnu, on se crée des repères et des guides. Oui, mais alors quand vous avez un guide, qui est-ce qui va faire le guide? C'est quand même plus simple de suivre le guide. Bon, donc forcément, on a le sacré qui se mêle à tout ça. C'est la naissance du sacré. Hein, pourquoi est-ce que c'est dans les grottes, hein, et au fond des grottes humides créées par l'eau, hein,
qu'on est allé faire des peintures. Voilà. Donc l'art et le sacré, donc l'art c'était le premier singe, je simplifie, parce que c'est pas vraiment ça, mais et ensuite le sacré c'est quand il a fallu se dire comment ça s'organisait. Et derrière ça, qui sont les guides aujourd'hui qui sont capables d'interpréter les signes? Ce n'est pas les prévisionnistes, ce n'est pas les gens des sondages, ce n'est pas les hommes politiques, donc ce sont les artistes et les scientifiques. Et alors, ce sont les personnes qui ont un peu la tête dans les étoiles, voire beaucoup, c'est pour ça que j'adore les gens qui font le cosmos, ou qui interprètent les signes chinois, et qui, eux, vont essayer de lire des choses qui sont pas faciles à décrire, mais qui sont une réalité profonde. Le voyage aux sources, qui est le cœur de notre conférence d'aujourd'hui, on vous a bien préparé, ça va vous tenir de choc. C'est bon? Voilà. Donc là, maintenant, on va passer en revue un certain nombre d'images, et ces images, à chaque fois, il y aura un tableau, et une photo. Alors, quand un artiste veut s'exprimer, comment il fait? Il a dans sa tête toute une bibliothèque de signes qu'il emmagasine. Un artiste, une machine à voir. Il a spécialement des grosses bibliothèques là-dessus. Le travail que je fais à travers StreamArt et à travers toutes ces photos, les dizaines de milliers de photos que j'ai, c'est d'aller chercher à la source ces images originelles qui existent depuis des millions d'années, que les premiers hommes ont vues et que de toute éternité les gens ont vues et qui viennent ensuite reprendre, remalaxer et retravailler et les remettre dans les œuvres d'art. Démonstration. Nous sommes à Lascaux, 17 000 ans. Voilà. Bon, bien sûr, le garçon qui a fait ça, ou la fille qui a fait ça, elle voulait faire un auroch, quelque chose comme ça. Mais un auroch en mouvement. C'est extraordinaire quand même qu'à cette époque-là, il y a 17 000 ans, ils aient déjà réussi à capturer le mouvement. Quand vous voulez faire le portrait de quelqu'un, vous prenez un crayon, vous ne l'avez jamais vraiment fait, vous ne faites pas quelqu'un en train de courir. Vous faites quelqu'un qui est assis, qui est bien droit, comme ça, là, c'est beaucoup plus simple. Ben non, eux, ils faisaient le mouvement. De temps en temps, ils faisaient les mains. Mais alors, les mains, elles n'étaient pas n'importe comment aussi. Ils faisaient les mains et elles faisaient bonjour, comme ça, avec différentes couleurs. Alors, elles sont en général d'époque relativement lointaine, mais elles donnent une impression d'une foule en train de vous saluer. Ça, c'est une foule qui a 13 ou 14 000 ans, à peu près, et qui est en train de vous dire bonjour ce soir. D'accord? Bon, en dessous, c'est simplement, il y a des mains, c'est la mienne, dans un ruisseau, je vous dis, ça a 3 ans ou 2 ans, et je vous dis aussi bonjour ce soir. Mais on va retrouver ce même phénomène, cette idée, comment est-ce qu'on communique finalement? On a une main, et la main est quelque chose de reconnaissable, c'est un symbole très très fort dans le vocabulaire artistique humain. Alors pour dire que le mouvement est quelque chose d'absolument essentiel, là quand on est au néolithique, dans les tombes comme on les retrouve en Bretagne ou en Espagne, enfin un peu sur toute la côte ouest, toujours cette obsession de quelque chose qui bouge. Quand on regarde les tourbillons sortir d'un petit rocher ou d'une petite branche qui sort dans le ruisseau d'à côté, ça veut nous donner exactement les mêmes choses. Voilà. Toujours les tourbillons, ce mouvement qui est universel. Entre parenthèses, le tourbillon, on l'a aussi à plus grosse échelle, mais on ne le voyait pas à l'époque, dans les nébuleuses spirales, dans les cyclones, quand on les voit vu de satellite, c'est le même mouvement. Là, vous avez une chose, c'est un peu l'effet du projecteur, en bas, il y a une photo qui pour moi est mythique, c'est-à-dire qu'on n'y voit rien. Et quand on la regarde dans le détail, c'est un espèce de mélange de chair, de sang, de boue brune. Et quand j'ai vu ça, j'aime beaucoup la peinture. Depuis j'ai 12 ans, je suis dans les musées et dans les galeries, donc ça aide un petit peu. Je me suis dit, ça c'est une esquisse d'un monsieur Delacroix, Eugène Delacroix. Et j'ai déjà vu la même chose dans son petit musée, qui est à Paris, place Furstenberg. Donc je me suis dit, là il y a quelque chose. Je suis allé sur Internet et j'ai trouvé celle du haut. Et quand on regarde, c'est le même malaxage de matière dans lesquelles finalement il y a quelque chose qui naît dans le liquide. Parce que quand on commence à peindre, on peint avec des jus, pour ne pas s'arrêter, on ne grave pas. Les peintres lisent bien, on fait des esquisses et puis on est très libre. Donc il y a effectivement cette liberté dans l'eau de fabriquer des choses qui évoquent le mouvement et qu'on arrive à fixer sur une toile. Alors l'eau et les nuées, là je pars de la photo du bas,
Oui, Rubens, c'est là-haut, c'est pas en bas. Hein. Oui, oui. Oui, mais il a piqué mon fond. Il a piqué mon fond. Et là où la chose est quand même assez humoristique, c'est que non seulement il a piqué mon fond, mais il en a fait un ciel. Moi, j'ai fait l'eau. Où est la différence entre une eau bien oxygénée avec des tas de petites bulles dans une cascade géante de 3 cm de haut et les grandes nuées? Il n'y en a pas beaucoup. La preuve, c'est que M. Rubens s'est permis un truc étonnant. Vous avez vu les chevaux? Ils sont en apesanteur. Là, on a cette chose extraordinaire où l'eau et la nuée deviennent complètement parentes. Et donc, il y a cette inspiration qui fait que, à une époque, et en gros, dans toute cette période baroque, on adorait les choses qui s'envolaient dans tous les sens. On aimait effectivement se mettre en état d'apesanteur. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y avait une aspiration vers l'au-delà. Il y a des rayons. Et les rayons, qu'est-ce que c'était? Ben, c'était bien sûr à l'époque, c'était les grands rois, la cour, etc., où c'est divin. Mais le rayon participe aux nuées. On dit toujours, il y a l'apparition, il y a les Moïse, il y a des choses comme ça. Donc il y a un lien finalement entre cette lumière et la vapeur d'eau qui permet de voir les nuées. Alors là, il y a un rapprochement qui est assez osé. Alors vous ne voyez pas la peinture parce qu'elle est en fait exactement, la photo est exactement derrière l'écran. Cette photo qui est à droite a été achetée par une personne qui m'a dit c'est formidable, c'est la fin du monde. Son mari lui a dit non, tu ne pourrais pas trouver quelque chose d'un peu moins dur. Un autre visiteur m'a dit c'est à peu près comme si on m'appuyait un grand coup sur le plexus solaire. Voilà. Donc il y a des photos comme ça, moi ça m'a fait exactement le même effet, qui ont un espèce de côté prenant, parce qu'on va y retrouver les composants. Alors je ne vais pas comparer ça complètement à Rembrandt, mais on retrouve dans cette gravure de Rembrandt qui est absolument sublime, cette espèce d'éclairage dramatique vu par en haut sur la scène du Golgotha, avec des noirs qui sont très très profonds, et simplement le personnage qui est sur sa croix. Entre parenthèses, on retrouve à droite des choses qui s'approchent aussi de la croix, qui est un symbole relativement fort dans toutes les cultures. Alors la lumière et cette fusion entre l'eau et la lumière, qui mieux que les impressionnistes l'a réalisé? Quand M. Monet était à Londres, il n'y avait pas tellement de mal parce qu'à Londres on ne sait jamais si on est en plongée ou si on respire, hein, quand il y avait du brouillard. Donc l'air était tellement humide. Et alors lui, il avait trouvé ce phénomène absolument merveilleux. Il voyait des couleurs dedans. Il avait un œil coloriste absolument fabuleux. Et à droite, je suis dans un petit ruisselet du côté du Luberon. Hein, il y avait un joli coucher de soleil, j'ai pris le reflet dedans, et ça donne un morceau de la toile de Monet quasiment parfait. Et donc on a effectivement cette analogie complète entre l'eau et la lumière. Alors, je fais juste un petit retour sur ce que nous a dit Thomas. C'est que l'eau, c'est un minéral qui est le siège d'ondes. La lumière, ce sont des ondes qui transportent de l'énergie, je ne me trompe pas. Et les dernières théories en vogue disent que c'est aussi une onde, mais c'est aussi une particule. L'eau, c'est plein de particules, on les a vues, les petits V, là, comme ça. Il y en a beaucoup, mais elle fait aussi des ondes. Donc on va se dire qu'on est environné de choses qui sont et des ondes et des particules, et les impressionnistes, qui étaient des visionnaires, ont fondu les deux. Les impressionnistes, c'était avant M. Einstein. M. Einstein, c'est en 1906 ou 13, je crois, qu'il a sorti sa grande théorie de la relativité. Eux, c'était un bon 50 ans avant. Ils avaient déjà compris une chose, c'est que la vibration et la lumière, les ondes et la lumière, c'est à peu près la même chose. Toujours M. Monet, mais quand il voulait avoir le pinceau ferme, comme ça, et faire des véritables ondes, là, c'est extrait d'un tableau sur, là, on voit la pointe d'Étretat tout à fait en haut à droite. Eh bien, ces vagues, elles sont bien brossées. Il avait de l'énergie, cet homme. Eh bien, cette énergie, son coup de pinceau, c'est exactement le même que cette photo simplement de reflet de jonc. Et donc, on retrouve cette analogie lumière, onde, absolument partout. Alors, qui mieux que le sacré Vincent, Van Gogh, pour imaginer dans le ciel ces spirales? C'est tout simplement sidérant. C'est si au ciel, vous ne voyez pas ces spirales. On arrive aujourd'hui à voir avec des appareils photo, on voit les déplacements circulaires autour de la polaire, comme ça, mais c'est pas spirale. Van Gogh, qui n'avait pas de télescope, qui n'avait pas de Hubble, il ne connaissait pas tout ça, il a imaginé que le ciel était tourbillonnant.
Alors ce qui est assez amusant, c'est que là j'ai fait un essai, je ne suis pas dans un ruisseau, je suis dans une bassine devant ma fenêtre dans la cuisine, j'ai pris des bulles et en soufflant dessus, on arrive à faire, j'en vois qui rigolent parce qu'ils ont fait la même chose là, on arrive à faire des petits tourbillons et en fait on arrive à reproduire l'équivalent des phénomènes météo planétaires sur des bulles de savon. Je suis ébahi devant ce qu'il vous raconte parce qu'il est en train de vous faire passer le message d'imagerie cérébrale. Et nous avons Robert, il pourra dire aussi, quelqu'un dans la salle ici, qui connaît un peu comment fonctionne le cerveau, et puis comment la symbolique s'instaure également dans le cerveau. Il y a également Christian, ici quelque part dans la salle, qui pourrait compléter ces grands discours par des choses hyper à la fois sophistiquées et compliquées sur le plan physique, psychologie humaine, qu'on ne fait pas parce qu'il nous a dit 45 minutes et tu fermes ta gueule. Bah non. Oui, donc je ferme ma gueule. Voilà. Ah, moi j'ai compris, simplement. Donc ce sont des phénomènes absolument extraordinaires, très complexes. En fait, on a prévu un cycle de 12 conférences et pour essayer de commencer à aborder le sujet.